Tout le monde à New York connaît le nom de Stefano Moretti. C'est l'homme de l'ombre, celui qui dirige la ville depuis les coulisses. On ne le regarde pas dans les yeux et on n'essaye certainement pas de le sauver. Mais un mardi pluvieux de novembre, Coraline Jones, une serveuse de 24 ans croulant sous les dettes, a fait l'impensable. Lorsqu'un pistolet silencieux a tiré dans un restaurant bondé, elle n'a pas couru, elle ne s'est pas cachée. Elle a crié « Baissez-vous » et s'est jetée devant la balle destinée au roi de la mafia. Pourquoi sauver un monstre? La réponse n'est pas le courage. C'est un secret qui leur coûterait tout à deux. Ce n'est pas un conte de fées. C'est ainsi que la serveuse est devenue reine. La pluie sur la 54e rue ne nettoyait pas la ville. Elle ne faisait que rendre la saleté plus glissante. À l'intérieur du Gilded Olive, l'air sentait l'ail, l'eau de Cologne coûteuse et la laine humide. C'était un établissement à l'ancienne avec des banquettes en velours rouge qui avaient absorbé des secrets depuis les années 1970 et des serveurs qui savaient quand servir le vin et quand disparaître dans la cuisine. Coraline Jones ajusta son tablier, grimaçant lorsque le nœud s'enfonça dans le bas de son dos. Elle en était à 6 heures d'une double journée de travail et ses pieds lui donnaient l'impression d'être emprisonnés dans du ciment. La table 4 a besoin de plus de pain, Coraline, suffit. Arrête de rêvasser, lança Marco, le chef de salle. C'était un petit homme avec un complexe de Napoléon et une ligne capillaire qui reculait plus vite que celle de ses patients. « J'arrive, Marco », répondit Coraline d'une voix monotone. Elle attrapa une corbeille de focaccia, l'esprit vagabondant vers l'avis d'expulsion qui l'attendait sur le comptoir de sa cuisine dans le Queens, avec 3 mois de loyer en retard. Son frère Danny avait promis de l'aider, mais il avait disparu 2 semaines auparavant, ne laissant qu'un SMS énigmatique. « Je vais tout arranger, ma sœur. Attends un peu. » Elle traversa la salle à manger, se frayant un chemin à travers le labyrinthe de tables. C'était un mardi, généralement une soirée calme, mais l'ambiance de la salle changea brusquement à 20h15. Les bavardages cessèrent, remplacés par le cliquetis des couverts et des chuchotements étouffés. Les lourdes portes en chêne à l'entrée s'ouvrirent. Stefano Moretti entra. Pas besoin de savoir qui il était pour comprendre qu'il était important. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus cher que ce que Coraline gagnait en un an. Il était grand, avec des cheveux noirs coiffés en arrière, et des yeux de la couleur d'une mer déchaînée, froid, calculateur et totalement indifférent à l'admiration qu'il suscitait. Il était flanqué de 2 hommes qui semblaient avoir mâché du gravier au petit déjeuner. L'un était Luca, son homme de main de longue date, un homme dont le cou était plus large que sa tête. Le restaurant fut plongé dans un silence respectueux. C'était le territoire de Stefano. La table 8 est réservée pour M. Moretti. Marco siffla en poussant Coraline vers l'arrière. Apportez la carte des vins. Ne le regardez pas dans les yeux. Ne parlez pas à moins qu'on ne vous adresse la parole. Et pour l'amour de Dieu, ne renversez rien. Coraline déglutit péniblement. Elle attrapa la carte des vins reliée de cuir et s'approcha de la table d'angle. Stefano était assis dos au mur. Une procédure standard pour les hommes qui ont des ennemis. Il scrutait déjà la salle, son regard disséquant chaque client, chaque serveur, chaque ombre. Lorsque Coraline atteignit de la table, l'air sembla se refroidir. « Bonsoir », dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Elle posa les menus. « Puis-je vous servir un San Pellegrino pour commencer, messieurs ?» demanda Stefano sans la regarder. Sa voix était grave, douce, mais tranchante comme de l'acier. « Et une bouteille de Barreau 98. Ouvrez-la à table. »« Oui, monsieur. » Coraline se retira vers le bar, le cœur battant à tout rompre. Elle alla chercher le vin, les mains tremblantes lorsqu'elle retira le bouchon. Quand elle revint à la table, Stefano était en grande conversation avec Luca. « La livraison de Jersey était légère, » murmurait Luca. « Quelqu'un détourne de l'argent, patron. On s'en occupera ce soir, » répondit Stefano, d'un ton dénué d'émotion. « Si c'est Richie qui détourne de l'argent, Richie disparaîtra. » Coraline versa un peu de vin dans le verre de Stefano pour qu'il le goûte. Il s'interrompit et leva enfin les yeux vers elle. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Coraline ressentit un choc, comme si elle avait touché un fil électrique. Il n'avait pas l'air d'un monstre, il avait l'air épuisé. Les rides autour de ses yeux témoignaient de nuits blanches et d'un lourd fardeau. « C'est bon », dit-il en la congédiant d'un signe de tête. Coraline recula, avec l'intention de se fondre dans le décor. Elle se dirigea vers la cuisine, balayant la pièce du regard par habitude, une habitude qu'elle avait prise en grandissant dans une maison où il fallait surveiller la porte pour savoir de quelle humeur était son père. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un homme vêtu d'un sweatshirt gris à capuche était assis à une petite table près de l'entrée. Il sirotait d'un café depuis 1 heure. Il n'avait pas commandé à manger.
Il gardait la tête baissée, mais lorsque Coraline passa devant lui, il leva les yeux. Le monde sembla basculer sur son axe. Les yeux sous la capuche étaient injectés de sang et désespérés, mais elle les reconnaissait. Elle connaissait la cicatrice au-dessus du sourcil gauche, résultat d'un accident de vélo lorsqu'ils avaient 12 ans. Danny, son frère, n'était pas censé être là. Il était censé être en cure de désintoxication ou travailler dans le bâtiment, comme il avait menti. La main de Di bougea à l'intérieur de son sweatshirt. Il se leva. Son regard n'était pas fixé sur Coraline. Il était rivé sur la table d'angle où se trouvait Stefano Moretti. Le temps s'étala. Coraline vit le reflet métallique du pistolet lorsque Danny le sortit de sa ceinture. Elle vit Luca, le garde du corps de Stefano, distrait par son téléphone. Elle vit Stefano porter le verre de vin à ses lèvres, complètement inconscient que la mort se trouvait à 6 mètres de lui. Si elle criait « Danny, non !» les gardes du corps tueraient son frère avant qu'il n'appuie sur la gâchette. Si elle ne faisait rien, son frère deviendrait un meurtrier et l'homme le plus puissant de New York mourrait. Elle ne réfléchit pas. Son instinct, primitif et électrique, prit le dessus. « Baisse-toi !» hurla Coraline, sa voix déchirant le silence du restaurant. Elle ne courut pas vers son frère. Elle courut vers la cible. Danny tira. Pop, pop. Le bruit était trompeusement faible, comme des pétards, mais l'impact fut catastrophique. Coraline se jeta sur la banquette, poussant Stefano violemment contre le tissu de velours rouge. Elle sentit un coup de marteau s'abattre sur son épaule droite, la faisant tourner sur elle-même. Le choc lui coupa le souffle. Le verre vola en éclats. Des cris retentirent. Elle s'effondra sur le sol car l'effroi. L'odeur du vin coûteux se mêlait à celle, cuivrée, du sang. Au-dessus d'elle, c'était le chaos. Elle entendit Luca aboyer des ordres. Elle entendit d'autres coupes de feu, plus forts, des détonations distinctes en retour. Sécuriser la sortie. Aller chercher la voiture. Puis des mains se posèrent sur elle. Des mains fortes et cailleuses. « Regardez-moi. » Elle cligna des yeux. Sa vision était floue sur les bords. Stefano Moretti se penchait sur elle. Son costume impeccable était taché de rouge. Son visage, auparavant impassible, était déformé par le choc et autre chose. La rage, la confusion. « Vous avez frappé » aboya-t-il. « Mon frère » allaita-t-elle, la douleur irradiant dans son bras comme du feu liquide. « Non, ne le tue pas. »« Reste avec moi » ordonna Stefano, ignorant sa supplication. Il pressa une serviette en tissu contre son épaule. La douleur était aveuglante. « Pourquoi as-tu fait ça? Qui es-tu? »« Coraline » murmura-t-elle. Les lumières du lustre au-dessus d'elle se mirent à tourner. « Je ne suis que la serveuse. » L'obscurité l'engloutit. La première chose que Coraline remarqua fut le silence. Les hôpitaux étaient généralement bruyants. Les bips des moniteurs, les grincements des chaussures, le système de sonorisation. Mais cette pièce était silencieuse, à l'exception du cliquetis rythmique d'un système de ventilation haut de gamme. Elle ouvrit les yeux. Ce n'était pas une chambre d'hôpital, ou du moins pas une chambre normale. Les murs étaient peints d'une couleur crème apaisante. Il y avait des œuvres d'art sur les murs, de véritables peintures à l'huile, pas des reproductions génériques. Une grande fenêtre donnait sur les toits de Manhattan, la ville scintillant dans le crépuscule. Elle essaya de s'asseoir, mais une vive douleur à l'épaule la fit halter. « Doucement » dit une voix dans le coin. Coraline se figea. Stefano Moretti était assis dans un fauteuil en cuir près de la fenêtre. Il ne portait plus sa veste de costume. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés et tatoués. Il lisait un dossier, un épais dossier en papier craft. « Où suis-je » demanda Coraline d'une voix rauque. Sa gorge était sèche comme du papier de verre. « Au Mount Sinai, dans l'aile privée » répondit Stefano en fermant le dossier. Il se leva et se dirigea vers le lit. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, silencieux et déterminé. « Vous êtes restée inconsciente pendant 2 jours. La balle a traversé votre deltoïde, brisé votre clavicule et manqué l'artère sous-clavière de 2 mm. Vous avez eu de la chance. »« De chance » répéta-t-elle. L'ironie était amère dans sa bouche. « Avez-vous attrapé le tireur » L'expression de Stefano se durcit. La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés Celsius. Il s'est enfui. Mes hommes étaient trop occupés à essayer de me maintenir en vie et à comprendre pourquoi une serveuse avait décidé de jouer les services secrets. Coraline fut envahie par un sentiment de soulagement, immédiatement suivi par la culpabilité. Danny était vivant, mais il était recherché par la famille Moretti. C'était un sort pire que la prison. Stefano approcha une chaise du lit et s'assit. Il se pencha en avant, posa ses coudes sur ses genoux et la fixa du regard. « Maintenant, parlons de la vérité. Coraline Jones,
Il tapota le dossier posé sur ses genoux. J'ai toute votre vie ici, né dans le Queens. Votre père était alcoolique, il est mort en 2005. Votre mère est décédée il y a 2 ans. Vous travaillez 2 fois plus au Gilded Olive et dans un restaurant à Brooklyn. Vous avez 60 000 $ de dettes, principalement des factures médicales liées au traitement du cancer de votre mère. Coraline se sentait nue, exposée. Est-ce un crime d'être pauvre, Monsieur Moretti? Non, répondit-il doucement. Mais c'est suspect. Une femme qui n'a rien à perdre sauve un homme qu'elle ne connaît pas. Pourquoi? Je vous ai dit que j'ai réagi, dit Stefano. Il n'éleva pas la voix, ce qui rendait ses paroles encore plus effrayantes. Vous avez crié « Baissez-vous » avant même que le pistolet ne soit complètement levé. Vous l'avez vu. Vous saviez qu'il allait tirer. Il fit une pause, plissant les yeux. Ou peut-être que vous étiez complice. Un coup monté, vous vous faites blesser, vous devenez le héros et vous vous infiltrez dans ma vie. Une blessure, s'écria Coraline en montrant son épaule bandée avec son bras valide. Il a failli me faire sauter le bras. Vous pensez que j'ai planifié ça? Des gens ont fait des choses encore plus folles pour m'atteindre. J'ai vu son visage. Coraline mentit, le cœur battant. Il avait l'air nerveux. Je savais, c'est tout. Stefano l'étudia longuement, pendant 1 minute interminable. C'était un détecteur de mensonges humains, un homme qui avait bâti un empire en détectant les faiblesses. Coraline soutint son regard, terrifiée à l'idée qu'il puisse voir le visage de Danny dans ses propres traits. Ils avaient le même menton, le même nez. Finalement, Stefano se pencha en arrière. « Mes médecins me disent que tu as besoin d'une rééducation intensive. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas payer ton loyer. Je trouverai une solution, dit-elle d'un ton provocateur. Non, répondit Stefano, car depuis ce matin, vous êtes une cible. Coraline se figea. Quoi? La presse a eu vent de l'affaire. L'ange de l'Olivier. Il vous appelle. Si mes ennemis pensent que vous comptez pour moi, ils s'en prendront à vous pour m'atteindre. S'ils pensent que vous avez vu le visage du tireur, ils viendront vous faire taire. Il se leva, boutonnant ses poignets. Vous ne pouvez pas retourner à votre appartement, Coraline. Ce n'est pas sûr. Alors, je fais quoi? Des larmes lui piquèrent les yeux. Elle était piégée. Je te dois la vie, dit Stefano d'un ton formel. Dans son monde, cela signifiait tout. Jusqu'à ce que le tireur soit arrêté et que la menace soit neutralisée, tu es sous ma protection. Tu viens chez moi. Je ne veux pas de ta protection, protesta Coraline, même si elle savait qu'elle n'avait aucun moyen de pression. Je veux juste rentrer chez moi. Stefano se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Il se retourna vers elle et, l'espace d'un instant, la dureté de son regard s'adoucit. « Tu as sauvé le diable, Coraline, dit-il doucement. Maintenant, tu dois vivre en enfer avec lui. » 2 jours plus tard, au domaine. Le trajet jusqu'à Long Island se déroula en silence. Coraline était assise à l'arrière d'un SUV blindé, le bras en écharpe. Stefano était assis à côté d'elle, tapant sur son BlackBerry, ignorant sa présence. Le domaine Moretti était une forteresse déguisée en manoir. De hauts murs de pierre, des portes en fer forgé et des hommes équipés d'oreillettes patrouillaient le périmètre. Alors que la voiture remontait la longue allée de gravier, Coraline ressentit une vague d'angoisse. Elle s'apprêtait à entrer dans la tanière du lion, et elle cachait le fait que la proie du lion était de son propre frère. La voiture s'arrêta. Luca ouvrit la porte. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Jones, » grogna Luca. Il n'avait pas l'air ravi d'accueillir un civil dans la maison. Stefano sortit et tendit la main à Coraline pour l'aider à descendre. Elle hésita, puis la prit. Sa poignée de main était chaleureuse et ferme. « Les règles de ma maison sont simples, » dit Stefano, alors qu'il montait le grand escalier. « Tu ne vas pas dans l'aile ouest, c'est pour les affaires. Vous ne quittez pas la propriété sans Luca. Et vous ne me mentez pas. » Il s'arrêta en haut de l'escalier et la regarda. « Si je découvre que vous me cachez quelque chose, Coraline, même le fait que vous m'ayez sauvé la vie ne vous aidera pas. » Coraline acquiesça, ravalant la boule qu'elle avait dans la gorge. Compris. Il la conduisit dans une chambre d'amis plus grande que tout son appartement. Elle était équipée d'un lit à baldaquin, d'une cheminée et d'un balcon donnant sur les jardins. « Repose-toi, dit-il. Le dîner est à 20 heures. Habille-toi de manière formelle. »« Je n'ai pas de vêtements, » fit-elle remarquer. « Regarde dans le placard. » Stefano se retourna et quitta la pièce, refermant la porte dans un clic sonore. Coraline se dirigea vers le placard et l'ouvrit. Il était rempli. Des rangées de robes en soie, de pulls en cachemire, de pantalons sur mesure, tout était à sa taille. Elle sortit une robe en soie noire, les doigts tremblants. Il avait fait tout cela en 2 jours. Le pouvoir qu'il exerçait était terrifiant.
Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le vaste domaine. Quelque part là-bas, Danny courait, et elle était piégée dans une cage dorée avec l'homme qui voulait le tuer. Elle sortit son téléphone portable de sa poche, la seule chose qu'elle avait refusé d'abandonner. Elle vérifia ses messages. Rien. Elle tapa rapidement un SMS au numéro qu'elle espérait que Danny utilisait encore. « Je suis en sécurité, mais il te traque. Quitte la ville. Ne me contacte pas. » Elle appuya sur « Envoyer », puis effaça immédiatement le message. Un coup à la porte la fit sursauter. Mademoiselle Jones, c'était une femme de chambre. « Monsieur Moretti vous a envoyé ceci. » La femme de chambre entra et posa une petite boîte en velours sur la table de chevet. Coraline s'en approcha lentement. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un collier, une délicate chaîne en argent avec un pendentif en forme d'ange gardien. Il y avait une note pour l'ange de l'Olivier. « Merci. » Coraline fixa le bijou. Il la charmait. Ou peut-être était-il sincèrement reconnaissant. Cela ne faisait qu'empirer les choses. S'il était un monstre, elle pouvait le détester. Mais s'il était un homme capable de gratitude, comment allait-elle le trahir pour sauver son frère? En bas, dans son bureau, Stefano Moretti se servit un scotch. Il regardait les images de vidéosurveillance sur son écran. Il regardait Coraline debout dans sa chambre, tenant le collier. « Patron, » dit Luca en sortant de l'ombre, « nous avons analysé les images floues de la vidéosurveillance du restaurant. » Stefano but une gorgée du liquide ambré. Aucune correspondance dans la base de données de la police pour le profil du tireur, mais Luca hésita. Nous avons vérifié si le visage correspondait à celui d'un membre du personnel, au cas où. Stefano fit pivoter sa chaise. « Dis-moi. » « Le tireur, » dit Luca en posant une photo sur le bureau. « Il partage 40% des traits du visage de Coraline Jones. » Stefano regarda la photo du tireur, puis l'image en direct de la femme à l'étage tenant son cadeau. Le verre dans sa main se fissura. « Son frère, » murmura Stefano, sa voix se transformant en grognement. « Elle ne m'a pas sauvé, elle l'a sauvé lui. » Il se leva, boutonnant sa veste. La gratitude avait disparu. La froideur était revenue, plus sombre qu'auparavant. « Fais en sorte qu'elle se sente à l'aise, Luca, » dit Stefano en se dirigeant vers la porte. « Laisse-la croire qu'elle est en sécurité. Laisse-la croire qu'elle me trompe. Et quand son frère tendra la main, nous serons à l'écoute. » Pendant 2 semaines, le domaine Moretti devint le monde entier de Coraline. C'était une cage dorée, magnifique et étouffante. Son épaule guérissait. Les séances de kinésithérapie étaient épuisantes, supervisées par un médecin silencieux à la solde de Stefano. Mais la véritable torture n'était pas la douleur physique. C'était l'homme qui possédait la maison. Stefano jouait à un jeu, mais Coraline en ignorait les règles. Il ne l'enfermait pas dans sa chambre. Il ne l'interrogeait pas sous une ampoule suspendue. Au lieu de cela, il faisait quelque chose de bien plus dangereux. Il la charmait. Chaque soir, il insistait pour qu'elle se joigne à lui pour le dîner. Ils s'asseyaient à une longue table en acajou. Des bougies vacillaient entre eux, tandis que des domestiques silencieux servaient des plats qui coûtaient plus cher que le loyer de Coraline. « Parle-moi de ton enfance, Coraline, » demanda Stefano un mardi soir, et faisant tourner un verre de pinot noir. Il l'observait par-dessus le bord du verre. « Avez-vous toujours eu cet instinct protecteur qui vous a poussé à vous jeter devant une arme à feu? » La fourchette de Coraline s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Chaque question était comme un champ de mine. « J'ai élevé mon frère, » dit-elle, s'en tenant à une part de vérité. « Notre père était difficile. J'ai appris à m'interposer entre eux. »« Votre frère ?» répéta Stefano. Il posa son verre. « Danny, c'est ça. Tu n'en as pas beaucoup parlé. Est-ce qu'il sait que tu es ici? »« Non, » mentit Coraline, le cœur battant à tout rompre. « Nous ne sommes plus proches. Il voyage. » Stefano hocha lentement la tête, le visage impassible. « Dommage. La famille est tout. Un homme qui abandonne sa sœur ne mérite pas d'être protégé. » Il se leva et contourna la table. Coraline se raidit. Il s'arrêta derrière sa chaise, posant légèrement sa main sur son épaule indemne. La chaleur de sa paume traversait la soie de son chemisier. « J'ai une surprise pour toi, » murmura-t-il près de son oreille. Il la conduisit à la bibliothèque, une immense pièce remplie de livres reliés en cuir et imprégnés de l'odeur du papier ancien. Au centre de la pièce se trouvait un piano à queue. « Ma mère m'a appris à jouer, » dit Stefano en s'asseyant sur le banc. « C'est le seul moment où le bruit dans ma tête s'arrête. » Il se mit à jouer. C'était Debussy, Clair de Lune. La mélodie était envoûtante, mélancolique et tendre. Coraline regardait ses mains. C'étaient de grandes mains couvertes de cicatrices, des mains qui, elle le savait, avaient mis fin à des vies et qui se déplaçaient avec une grâce incroyable sur les touches d'ivoire. Elle se sentait attirée par lui. C'était une prise de conscience terrifiante.
C'était un criminel, un monstre qui dirigeait le monde souterrain de la ville. Mais dans cette lumière, avec la musique qui emplissait la pièce, il ressemblait à un roi solitaire sur un trône de couteau. Lorsque la chanson prit fin, il leva les yeux vers elle. La dureté dans son regard avait disparu, remplacée par une intensité qui lui fit fléchir les genoux. « Coraline, dit-il doucement, tu m'as sauvé la vie. Je ne l'ai pas oublié. Quelle que soit ta dette, quels que soient tes problèmes en dehors de ces murs, laisse-moi les régler. Dis-moi ce dont tu as besoin. Je veux que tu libères mon frère. Quand tu le trouveras, eut-elle envie de crier. Je veux que tu ne me tuais pas quand tu découvriras que je suis une menteuse. Au lieu de cela, elle s'approcha de lui. Pourquoi es-tu si gentil avec moi, Stefano? Je ne suis qu'une serveuse. Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent sur sa mâchoire. Parce que dans un monde de loups, tu es la première chose innocente que j'ai vue depuis longtemps. Il mentit avec aisance. Et je veux te garder auprès de moi. Coraline retint son souffle. Pendant un instant, le mensonge lui sembla réel. Elle se pencha vers lui, avide de réconfort, avide de sécurité. Buzz. L'instant s'évanouit. Le téléphone de Stefano vibra dans sa poche. Il le sortit, son visage se durcit instantanément, prenant l'expression d'un masque. « Va te coucher, Coraline, » dit-il d'une voix à nouveau froide. « J'ai du travail. » Coraline s'enfuit de la pièce. Son cœur était partagé. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Et elle ne savait pas que dès que la porte se referma, Stefano répondit au téléphone. « Parle-moi, Luca. Nous avons trouvé une trace du frère. » La voix de Luca crépitait. « Il est dans le Bronx, caché dans un squat sur la 148e rue. On peut l'attraper ce soir. » Stefano regarda les touches du piano, se souvenant du regard que Coraline lui avait lancé. Avec un peu de chance. « Non, dit Stefano. Pas encore. Si on l'attrape maintenant, elle me détestera. J'ai besoin qu'elle me choisisse d'abord. J'ai besoin qu'elle le dénonce volontairement. Patron, c'est risqué. Ce gamin a essayé de vous tuer. Ce gamin est un amateur. C'est un porno. » Stefano grogna. « Je veux savoir qui a mis le porno sur le tableau. Quelqu'un l'a engagé. Et je vais utiliser Coraline pour découvrir qui. Comment? Demain, c'est le gala de la Croix-Rouge, dit Stefano, un sourire cruel effleurant ses lèvres. Je l'emmène avec moi. Nous allons faire sortir les rats de leurs trous. La robe est arrivée dans une boîte de la taille d'un cercueil. C'était une robe en satin rouge sans bretelles, avec une fente qui remontait jusqu'à la cuisse. Mets-la. La note de Stefano disait « Ce soir, tu es la reine de New York. » Coraline fixait son reflet dans le miroir en pied. L'ecchymose sur son épaule s'estompait, dissimulée par un bandage astucieux. Elle semblait métamorphosée. La serveuse fatiguée aux pieds endoloris avait disparu. À sa place se tenait une femme qui semblait appartenir au monde de Stefano Moretti, mais ses mains tremblaient. Plus tôt dans l'après-midi, pendant que les femmes de ménage nettoyaient, Coraline avait réussi à voler un moment avec le téléphone du jardinier. Elle avait envoyé un SMS désespéré à Danny. « Arrête de fuir, rends-toi à la police. C'est la seule façon de survivre. » La réponse de Danny avait été glaçante. « Je ne peux pas. Je dois de l'argent à la mafia irlandaise. » Ils ont dit « Si je ne tue pas Moretti, ils me tueront. Je vais le chercher ce soir. » Coraline se sentit mal. Danny allait réessayer. Ce soir, au gala, on frappa à la porte. Stefano entra. Il portait un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Il s'arrêta lorsqu'il la vit et, pendant une fraction de seconde, il cessa de jouer la comédie. Il avait l'air vraiment stupéfait. « Bellissima », murmura-t-il. « Magnifique », dit-il en lui offrant son bras. « Es-tu prête à découvrir la ville? »« Ai-je le choix? » demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. « Non. » Le trajet jusqu'à l'hôtel Pierre fut un tourbillon d'escortes policières et de gyrophares. À leur arrivée, les paparazzis se ruèrent sur la voiture comme des sauterelles. Les flashs crépitaient, aveuglants et agressifs. « Garde la tête haute », murmura Stefano alors qu'il s'avançait sur le tapis rouge. « Ne montre aucune crainte. Tu es avec moi. » Il posa sa main dans le creux de son dos, la guidant à travers cette fosse au lion. À l'intérieur de la salle de bal, c'était une mer de diamants, de smoking et de faux sourires. Politiciens, juges, célébrités, tous s'inclinaient devant Stefano. Monsieur Moretti, un homme corpulent à la moustache épaisse, s'approcha. C'était le conseiller municipal Oshie, et voici sans doute l'héroïne dont nous avons entendu parler. « Coraline, je te présente le conseiller municipal Oshie, » dit Stefano en resserrant légèrement son étreinte autour de sa taille. « Il veille à ce que nos permis de construire soient traités efficacement. »
Coraline esquissa un sourire forcé, enchanté. Brave fille, grogna O'Shea, prenant une balle pour le patron. C'est une loyauté qui ne s'achète pas. Dansons. Stefano intervint, l'éloignant avant qu'elle n'ait pu répondre. Il l'entraîna sur la piste de danse. L'orchestre jouait une valse. Stefano bougeait avec la même précision qu'il appliquait à tout le reste. Il la serrait contre lui, son corps formant un mur solide de chaleur contre le sien. « Tu trembles, murmura-t-il. Tu as froid? »« Je suis terrifiée, admit-elle. Elle scruta la salle par-dessus son épaule. Chaque serveur avec son plateau, chaque invité fouillant dans sa veste. Elle voyait Danny partout. « Tu es en sécurité, dit Stefano en la serrant contre lui, sa poitrine contre la sienne. Mes hommes sont à chaque sortie. Rien n'entre ou ne sort sans que je le sache. C'est justement ce qui me fait peur, pensa-t-elle. Soudain, l'ambiance changea. Un silence s'abattit sur la salle. Un groupe d'hommes était entré sur le balcon surplombant la salle de bal. « Qui sont-ils » demanda Coraline. Stefano serra la mâchoire. Les frères O'Sullivan, la mafia irlandaise. Ils n'étaient pas invités. Coraline sentit son sang se glacer. La mafia irlandaise. Ceux qui détenaient la dette de Danny. Patrick O'Sullivan, le chef, leva son verre depuis le balcon. Il avait un visage de bulldog et des yeux qui promettaient la violence. Il fixa Stefano du regard. C'était une déclaration silencieuse, une déclaration de guerre. « Luca, dit Stefano dans son micro-cravate. Surveille les Irlandais. S'ils bougent, descends-les. Stefano, murmura Coraline, prise de panique. On devrait peut-être partir et montrer notre faiblesse. Stefano secoua la tête. Jamais. À ce moment-là, un serveur heurta Coraline, renversant du champagne sur sa robe rouge. Je suis vraiment désolé, madame. Le serveur halta en sortant une serviette. Coraline baissa les yeux. Le serveur était jeune, pâle et portait une fausse moustache qui se décollait au coin. C'était Danny. Elle retint son souffle. Elle regarda Stefano. Il levait les yeux vers le balcon, fixant les O'Sullivan. Il n'avait pas encore vu le visage de Danny. « Va-t'en » siffla-t-elle au serveur en lui saisissant le poignet sous la serviette. « Sors d'ici. »« Je ne peux pas » murmura Danny, les yeux exorbités. Il glissa un petit mot plié dans sa main. « La cuisine, dans 10 minutes. J'ai besoin de ton aide pour m'approcher. »« Tout va bien ?» demanda Stefano en baissant les yeux. Le cœur de Coraline battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle glissa le mot dans son soutien-gorge. « Ce n'est qu'un serveur maladroit, » dit-elle d'une voix aiguë et cassante. « Il a renversé du champagne sur moi. Je dois aller à la salle d'eau pour me nettoyer. » Stefano regarda le serveur. Danny gardait la tête baissée, tremblant. Les yeux de Stefano se plissèrent. Il reconnut la peur. Il reconnut la carrure. « Va te nettoyer, » dit Stefano à Coraline. Puis il se tourna vers Danny. « Viens avec moi, j'ai besoin d'une nouvelle bouteille. »« Non » s'écria Coraline. La salle devint silencieuse. Stefano se retourna lentement vers elle. « Non, je veux dire, » bredouilla Coraline à la recherche d'une excuse. « Cela porte malheur de renvoyer un serveur qui a renversé du vin. Cela signifie que la chance va arriver. Laisse-le partir. » Stefano la fixa du regard. Le silence était lourd et suffocant. Il regarda les yeux désespérés de Coraline. Il regarda les serveurs qui se serraient la main. Il comprit. Il sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était un sourire de pure déception glaciale. « Comme tu veux, mon amour, » dit Stefano. Il fit signe à Danny. « Sors de ma vue. » Danny s'éloigna précipitamment vers la cuisine. « Va aux toilettes, Coraline, » dit Stefano. Sa voix se transforma en un murmure dangereux. « Ne reste pas trop longtemps. La nuit ne fait que commencer. » Coraline se précipita vers les toilettes, les jambes tremblantes. Elle attendit d'être dans une cabine avant de déplier le mot que Danny lui avait donné. Ce n'était pas un plan d'évasion. C'était un schéma, un plan de la salle de bal. Un X marquait l'endroit situé directement sous le lourd lustre en cristal. Amène-le sous la lumière à minuit. Je couperai le câble. Coraline se couvrit la bouche de la main pour étouffer un cri. Danny ne lui demandait pas de l'aider à s'échapper. Il lui demandait de l'aider à assassiner Stefano. Elle regarda sa montre. 23h55. Elle avait 5 minutes pour se décider. Si elle prévenait Stefano, Danny mourrait. Les hommes de Stefano le mettraient en pièces. Si elle ne faisait rien, Stefano mourrait. L'homme qui l'avait protégée, l'homme qui jouait du piano pour elle, l'homme qu'elle commençait à aimer. Elle sortit précipitamment des toilettes. La salle de bal était bruyante. La musique atteignait son apogée. Stefano se tenait exactement à l'endroit où se trouvait Lex, en train de parler au chef de la police. Au-dessus de lui, l'énorme lustre scintillait, des milliers de kilos de cristal et d'acier suspendus à une seule chaîne. Elle vit une ombre bouger sur la passerelle au-dessus. Danny. Elle vit Luca se faufiler dans la foule,
la main dans sa veste, se dirigeant vers la cuisine où Danny s'était enfui plus tôt. Luca avait compris. Il traquait son frère. Coraline courut. Elle ne courut pas vers Stefano. Elle courut vers le milieu de la salle, agitant les bras. « Stefano » cria-t-elle. Il se retourna. Toute la salle se retourna. « Bouge » Elle se jeta sur lui, le poussant violemment. Crac! Le bruit du câble qui se rompait ressemblait à un coup de feu. L'énorme lustre s'écrasa. Stefano attrapa Coraline par la taille et les projeta tous les deux sur le côté. Crash! Le sol trembla. Des éclats de cristal explosèrent comme des shrapnels. La poussière s'éleva, étouffant l'air. Le lustre avait détruit l'endroit où Stefano se tenait quelques secondes auparavant. Silence, puis cri. Stefano était allongé sur Coraline, la protégeant des éclats de verre. Il leva la tête, du sang coulant d'une coupure sur son front. Il regarda les débris, puis la regarda. « Tu m'as encore sauvé », murmura-t-il en essuyant la poussière sur son visage. Mais cette fois, ses yeux n'étaient pas remplis de gratitude. Ils étaient remplis de compréhension. « Tu savais, dit-il. Ce n'était pas une question. Tu savais qu'il allait tomber. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, des coups de feu retentirent depuis le balcon. Les O'Sullivan passaient à l'action. « Fais-la sortir !» rugit Stefano en aidant Coraline à se relever. « Luca, sécurise les sorties. »« Le garçon !» cria Luca par-dessus les coupes de feu. « J'ai vu le garçon sur la passerelle. »« Laisse-le » hurla Stefano en tirant avec le pistolet qu'il avait sorti de sa ceinture en direction du balcon. « Emmène Coraline à la voiture. » Il poussa Coraline dans les bras de Luca. « Sors-la d'ici maintenant. » Alors que Luca la traînait vers la sortie de la cuisine, Coraline se retourna. Stefano se tenait au milieu des débris de verre, tirant sur les assassins au-dessus de lui, silhouette solitaire assoiffée de vengeance. Il ne battait pas en retraite. Il se battait, et il avait laissé Danny partir à nouveau. Mais alors qu'il débouchait dans la ruelle derrière l'hôtel, Coraline comprit la vérité. Stefano n'avait pas laissé partir Danny par pitié. Il l'avait laissé partir parce que la donne avait changé. Il ne voulait plus tuer Danny. Il voulait le posséder. Et maintenant que Coraline avait trahi le plan de son frère pour sauver Stefano, elle appartenait complètement au roi de la mafia. Le trajet de retour vers le domaine fut différent cette fois-ci. Il n'y eut ni mains enlacées, ni doux murmures. Le silence dans le SUV blindé était si pesant qu'il en était écrasant. Stefano était assis, le regard fixé sur la fenêtre, la mâchoire serrée comme du granit. Il tenait un chiffon sur son front ensanglanté, mais refusait de regarder Coraline. Lorsqu'ils arrivèrent, la maison n'était plus un sanctuaire. C'était un centre de commandement. Des hommes armés de fusils d'assaut couraient sur la pelouse. Les fenêtres étaient fermées. « Va dans le bureau », ordonna Stefano lorsqu'ils entrèrent dans le hall. Ce n'était pas une demande. Coraline entra dans le bureau, sa robe rouge ruinée, tachée de champagne et de poussière. Elle se tenait près de la cheminée, tremblante. Stefano entra un instant plus tard. Il claqua la porte, dont le bruit résonna comme un coup de feu. Il se dirigea vers son bureau et versa 2 verres. Du scotch pur. Il en avala un d'un trait et jeta le verre dans la cheminée. Il se brisa près des pieds de Coraline. « Arrête de trembler, » grogna-t-il. « Tu n'as pas tremblé quand tu m'as poussé pour m'écarter d'un lustre qui tombait. Tu as les réflexes d'un soldat, Coraline, ou d'un tueur. Je t'ai sauvé, murmura-t-elle. Tu m'as sauvé d'un piège que tu savais tendu. » Stefano se tourna vers elle, les yeux brûlants. « Tu connaissais le serveur. Tu l'as laissé partir. Tu m'as menti en face devant mes ennemis. » Il s'avança vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. « Qui est-il? Et ne t'avise pas de me mentir à nouveau. » Coraline leva les yeux vers lui. Le jeu était terminé. « C'est mon frère. » Stefano se figea. La rage ne disparut pas, mais se transforma en quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « Danny. » « Oui. » Coraline pleura, les larmes coulant sur ses joues. « Il a des ennuis, Stefano. Les O'Sullivan. Ils détiennent sa dette. Ils l'ont forcé à le faire. Ce n'est pas un tueur, c'est juste un gamin effrayé. »« Il a 22 ans, » dit Stefano d'un ton dédaigneux. « Il est assez âgé pour appuyer sur la gâchette. Il est assez âgé pour couper un câble. Il a raté son coup. Il a raté son coup exprès. Il a raté son coup parce que tu t'en es mêlé, » corrigea Stefano. Il lui tourna le dos et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Les O'Sullivan ont agi ce soir. Ils ont essayé de tuer le roi devant sa cour. Ils ont déclaré la guerre et ton frère et leurs soldats. Il est là-bas, en otage. Coraline attrapa le bras de Stefano. Il regarda sa main comme si c'était une araignée venimeuse, mais il ne la repoussa pas. « S'il te plaît, tu as dit que tu me devais une dette de vie. Je la réclame. Sauve-le. » Stefano rit.
Un son dur, humoral. Tu veux que je sauve l'homme qui a essayé de me tuer 2 fois? Tu veux que je mette mes hommes en danger pour un junkie qui a vendu son âme aux Irlandais? Je veux que tu sauves la seule famille qui me reste. Elle le regarda dans les yeux, cherchant l'homme qui avait joué du piano. Si tu m'aimes, ne serait-ce qu'un peu, tu le feras. L'expression de Stefano s'adoucit légèrement. Il tendit la main et lui caressa la joue. L'amour rend les hommes faibles, Coraline. Et ce soir, je ne peux pas me permettre d'être faible. Il s'éloigna et se dirigea vers son bureau, appuyant sur le bouton de l'interphone. Luca, viens ici. La porte s'ouvrit instantanément. Luca entra, l'air meurtri et en colère. Nous avons trouvé le frère, dit Luca en regardant Coraline d'un air furieux. L'OS l'a récupéré devant l'hôtel. Ils savent qu'il a échoué. Ils l'ont emmené à la base navale. Ils vont le tuer, alleta Coraline. Non, répondit Stefano en vérifiant le chargeur de son pistolet. S'ils voulaient sa mort, ils l'auraient laissé dans la ruelle. Ils l'ont emmené parce qu'ils savent qui il est pour toi et qui tu es pour moi. Stefano rangea son arme dans son étui et enfila une veste de costume propre. Il ressemblait au diable habillé pour un enterrement. Il l'utilise comme appât pour me faire sortir, expliqua Stefano. C'est un piège. Alors on n'y va pas, conseilla Luca. Laissons-leur le gamin. On y va, dit Stefano. Il regarda Coraline. Mais on le fait à ma façon. Il s'approcha de Coraline et lui saisit les épaules. Tu veux récupérer ton frère? Tu viens avec moi. Quoi? Protesta Luca. Patron, elle est un handicap. Elle est la monnaie d'échange, dit froidement Stefano. Patrick, O'Sullivan veut me faire du mal. Il pense que prendre ma nouvelle reine me fera plus mal qu'une balle. Coraline sentit le sang se retirer de son visage. Tu m'échanges? Je te mise en jeu, corrigea Stefano. Fais-moi confiance, Coraline. Ce soir, tu dois être plus qu'une serveuse. Tu dois être une Moretti. Il sortit un petit pistolet argenté du tiroir de son bureau et le glissa dans sa main. Il était lourd et froid. Tu sais t'en servir? Non, murmura-t-elle. Vise. Appuie. N'hésite pas. Il se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. Parce que si les choses tournent mal ce soir, ce n'est pas moi qui te tuerai. Je m'attendrai à ce que tu le fasses toi-même avant que les Irlandais ne mettent la main sur toi. Le Brooklyn Navy Yard était un cimetière industriel. Des grues rouillées se dressaient comme des doigts squelettiques dans le brouillard. L'odeur de l'eau salée et du bois pourri flottait lourdement dans l'air. Le convoi de Stefano s'arrêta devant la porte d'une cale sèche abandonnée. La pluie martelait le toit du SUV. « Reste près de moi », ordonna Stefano. « Luca, surveille le périmètre. Salah, si je te fais signe, brûle tout. » Coraline serra le petit pistolet dans la poche de son manteau. Sa main transpirait tellement qu'elle avait peur de le laisser tomber. Elle sortit sous la pluie, le vent fouettant ses cheveux sur son visage. Ils marchèrent vers l'entrepôt au centre du dock. C'était un espace caverneux immense éclairé par un seul projecteur de chantier. Au centre de la lumière, une chaise était posée sur une bâche en plastique. Danny était attaché à la chaise. Il avait mauvaise mine. Son visage était enflé, un œil fermé. Son uniforme de serveur était déchiré. Derrière lui se tenait Patrick O'Sullivan, armé d'un couteau de chasse dentelé. 6 autres hommes se tenaient dans l'ombre, armés de fusils. « Stefano !» cria Patrick, sa voix résonnant sur les murs métalliques. « C'est gentil de te joindre à la fête, et tu as amené la petite dame. Comme c'est romantique. » Stefano s'arrêta à 6 mètres de là. Il se tenait les mains ouvertes, montrant qu'il ne tenait pas d'armes. Coraline se tenait légèrement derrière lui, son cœur battant si fort qu'elle pensait que Patrick pouvait l'entendre. « Laisse le garçon partir, Patrick, » dit Stefano calmement. « C'est un civil, c'est entre nous. »« Ce n'est pas un civil, c'est un assassin raté, » ricana Patrick en appuyant la lame contre la joue de Dan. Une fine ligne de sang apparut. Danny gémit. « Caroline, pars, cours. Je ne te quitterai pas, Danny, » s'écria Coraline d'une voix étonnamment calme. « Émouvant, » se moqua Patrick. « Voici le marché, Moretti. Tu cèdes les syndicats de l'Ouest et tu laisses la fille. Tu t'en vas. Le garçon s'en va, mais la fille reste avec nous. » Stefano éclata de rire. C'était un son sombre et terrifiant dans l'entrepôt vide. « Tu crois que je suis venu ici pour négocier? » demanda Stefano. Il fit un pas en avant. « Je suis venu ici pour accepter ta reddition. » Le visage de Patrick devint rouge. « J'ai 7 hommes. Tu as une fille et un costume. Tuez-le. » Les hommes dans l'ombre levèrent leurs fusils. À présent, Stefano rugit. Cracoum! Les lucarnes de l'entrepôt explosèrent vers l'intérieur. Stefano n'avait pas seulement d'amener Luca. Il avait amené les fantômes. Des snipers se repoussèrent des poutres du plafond sur des lignes silencieuses. Au même moment,
Les grandes portes de l'entrepôt s'ouvrirent dans un souffle concussif. Stefano attrapa Coraline et la jeta derrière une pile de caisses juste au moment où l'air se remplissait de plomb. « Restez baissés !» hurla-t-il. L'entrepôt se transforma en zone de guerre. Les éclairs des canons des fusils illuminaient l'obscurité comme des stroboscopes. Le bruit était assourdissant. Coraline se recroquevillait en boule, se couvrant les oreilles. « Danny !» hurla-t-elle. Elle jeta un coup d'œil par-dessus la caisse. Danny était toujours attaché à la chaise au milieu des tirs croisés. La bâche en plastique devenait glissante à cause de l'eau de pluie qui s'infiltrait par le toit et du sang. Patrick O'Sullivan avait attrapé la chaise de Danny et le traînait vers l'arrière, utilisant son frère comme bouclier humain, tout en tirant avec un revolver sur les hommes de Stefano. Stefano bougeait. Il bougeait différemment des autres. Aucun mouvement inutile. Il tira 2 coups de feu, abattant un homme sur la passerelle, puis roula derrière un chariot élévateur. Il se frayait un chemin vers Patrick, mais Patrick était plus rapide. Il traîna Danny vers une porte latérale. « Stefano, il l'emmène !» cria Coraline. Stefano la regarda. Il regarda Patrick, qui était presque arrivé à la porte. Il ne pouvait pas tirer sans toucher Danny. « Caroline, non !» cria Stefano en lui lançant un regard. Elle comprit instantanément le pistolet. Elle n'était plus une serveuse. Elle était la femme qui avait sauvé le roi. Coraline se leva. Elle pointa le pistolet argenté que Stefano lui avait donné. Ses mains tremblaient, mais sa vision était claire. Patrick s'arrêta à la porte en riant. « Tu ne peux pas le faire, ma chérie. » Il leva son arme pour tirer sur Danny à la tête, juste pour les contrarier. Coraline ne pensa pas à la dette. Elle ne pensa pas à la moralité. Elle pensa à la cicatrice sur le sourcil de Danny depuis qu'ils étaient enfants. Elle appuya sur la gâchette. Le recul de l'arme fut violent, lui meurtriant la paume. Le tir manqua sa cible, frappant le cadre métallique de la porte avec une étincelle. Mais cela suffit. Patrick tressaillit. Profitant de cette fraction de seconde de distraction, Stefano sortit de sa cachette. Il ne tira pas. Il se précipita à une vitesse effrayante et plaqua Patrick contre le mur. Le choc fit craquer le plâtre. La chaise de Danny se renversa. Stefano et Patrick se battirent sur le béton humide. C'était brutal, primitif. Patrick donna un coup de couteau, touchant Stefano à l'avant-bras. Stefano ne poussa même pas un grognement. Il attrapa le poignet de Patrick, le tordit avec un craquement écœurant et enfonça son genou dans la poitrine de l'Irlandais. Patrick haleta et tomba à genoux. Stefano se tenait au-dessus de lui, respirant bruyamment, du sang coulant de son bras. Il ramassa le couteau que Patrick avait laissé tomber. « Je te l'avais dit », murmura Stefano en se penchant. « Je ne négocie pas. » Il n'hésita pas. Il mit fin à la guerre. Le silence revint dans l'entrepôt, seulement rompu par le bruit de la pluie et les sanglots de Danny. Coraline courut à travers la pièce. Elle tomba à genoux à côté de la chaise renversée, tâtonnant avec les cordes. « Danny, Danny, ça va ?» Coraline y pleurait, tremblant de manière incontrôlable. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. »« Ça va », le réconforta-t-elle en coupant la dernière corde. Il s'effondra dans ses bras. Stefano les observait de loin. Il essuya la lame sur son manteau et la jeta. Il regarda ces hommes qui sécurisaient les lieux. Puis il regarda Coraline. Elle était couverte de saleté, tenant dans ses bras un homme en pleurs, un pistolet dans sa poche. Il s'approcha d'eux. Danny tressaillit, essayant de se cacher derrière Coraline. « Lève-toi », dit Stefano à Danny. Danny se releva précipitamment, terrifié. « Prends une voiture », dit Stefano en montrant la sortie où Luca attendait. « Luca te conduira à l'aéroport. Tu as un billet pour Londres. Allez simple. Tu ne reviendras jamais à New York. Si je te revois dans cet hémisphère, je terminerai ce que les O'Sullivan ont commencé. »« Merci, balbutia Danny. Il regarda Coraline. « Viens avec moi, Coraline, nous pouvons partir. » Coraline se leva. Elle regarda son frère, le garçon qu'elle avait élevé, puis elle regarda Stefano, l'homme qui venait de tuer pour elle, l'homme qui saignait pour elle. Elle regarda le pistolet dans sa poche. Elle avait tiré. Elle avait franchi la ligne. La serveuse innocente qui travaillait 2 fois plus était morte. Elle était morte dans cet entrepôt. « Va-t'en, Danny », dit Coraline doucement. Coraline, Danny avait l'air confus. « Je ne peux pas partir », dit-elle en reculant pour se placer à côté de Stefano. « Ma place est ici maintenant. » Danny les regarda. Le chef de la mafia et la serveuse debout côte à côte dans les décombres. Il hocha lentement la tête, comprenant une vérité que Coraline commençait tout juste à accepter. Il se retourna et courut vers la voiture. Stefano le regarda partir, puis se tourna vers Coraline. Il ne souriait pas. Il tendit la main et prit la sienne. Sa main était ensanglantée. La sienne tremblait. « C'est fait, dit-il bas. Vraiment.
demanda Coraline en regardant les corps des hommes O'Sullivan. Ça ne s'arrête pas là. Je te donne un. Ah, alors est-ce qu'il y en aura d'autres? Il y en a toujours d'autres, admet Stefano. C'est le prix à payer pour la couronne. Il la serra contre lui et l'embrassa sur le front. Mais maintenant, tu n'es plus seulement une invitée protégée, Coraline. Tu es une complice. Coraline posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Elle avait sauvé le diable, et en échange, il lui avait donné un royaume de cendres et de sang, et que Dieu lui vienne en aide. Elle ne voulait pas partir. 6 mois plus tard, New York en mai était une ville complètement différente de celle de novembre. La neige fondue grise avait disparu, remplacée par le parfum des magnolias en fleurs et l'asphalte brûlant de la 5e avenue. Coraline Jones était assise à l'arrière de la Maybach, regardant la ville défiler derrière les vitres teintées. Elle ne portait plus de tablier. Elle portait un tailleur pantalon blanc sur mesure de Chanel, les cheveux coupés en un carré chic et net. À son doigt, un diamant de la taille d'un œuf de Karl captait la lumière. Elle n'était plus seulement Coraline. Dans les murmures du monde souterrain, elle était Lacinora, la femme qui ne reculait devant rien. « Nous arrivons aux pierres », dit Luca depuis le siège avant. Il la traitait différemment maintenant, avec crainte même. « Merci, Luca », dit-elle d'une voix froide et raffinée. Ce soir était important. C'était une réunion, non pas avec des gangs rivaux, mais avec l'élite de la ville, les juges, les dirigeants syndicaux, les partenaires silencieux qui maintenaient l'Empire Moretti intouchable, et plus particulièrement avec le juge Calloway, l'homme qui avait le pouvoir de classer l'enquête fédérale en cours sur les affaires de Stefano. La voiture s'arrêta. Coraline en sortit, sous les flashs des appareils photo. Elle ne s'y a pas. Elle entra dans la salle à manger privée où Stefano l'attendait déjà. Il se leva lorsqu'elle entra. Il avait l'air fatigué. La guerre avec les Irlandais avait été gagnée, mais la paix avait coûté cher. Il y avait une fuite dans l'organisation. Quelqu'un de haut placé fournissait des informations aux fédéraux. C'était la seule menace dont Stefano ne pouvait se débarrasser par les armes. « Tu as l'air dangereuse », dit Stefano en l'embrassant sur la joue. « J'ai appris auprès du meilleur », répondit-elle en prenant place à sa droite. Le dîner fut tendu. Le juge Calloway était un homme bruyant, au visage rouge et au rire tonitruant. Il buvait trop de scotch et racontait des histoires qui n'étaient pas drôles. À côté de lui était assis Victor, l'un des plus anciens capots de Stefano, un homme qui faisait partie de la famille depuis 30 ans. Alors Stefano, le juge Calloway, tonna, coupant court aux rumeurs concernant l'acte d'accusation. Mes sources affirment que le procureur dispose d'un enregistrement, un enregistrement vocal d'un accord conclu en janvier, très compromettant. Le silence se fit dans la pièce. Un enregistrement. Cela signifiait un micro caché. Cela signifiait qu'il y avait un traître à table. Stefano serra son verre de vin dans sa main. « Nous nous en occupons, monsieur le juge. Ce ne sont que des ragots. »« Je l'espère, » ajouta Victor en secouant solennellement la tête. « Nous ne pouvons pas nous permettre de faire une erreur maintenant, patron. Nous devrions peut-être suspendre nos opérations jusqu'à ce que la situation se calme. » Coraline observait Victor. Elle observait la façon dont il s'essuyait la bouche avec sa serviette. Elle observait son regard se porter sur le juge puis sur la porte. Elle ressentait cette sensation familière dans sa nuque, l'instinct de serveuse, cette capacité à repérer un client sur le point de partir sans payer. Elle se souvint du mois de janvier. Le 15 janvier, le jour de la tempête de neige. Stefano avait organisé une réunion dans la bibliothèque. Victor était présent. Il portait une épaisse veste en tweed alors que le chauffage était allumé. Il se plaignait des courants d'air. Coraline se pencha en avant et prit son verre d'eau. « Victor », dit-elle doucement. Tout le monde se tourna vers elle. Dans ce monde, les femmes restaient généralement silencieuses pendant les réunions professionnelles. « Oui, Coraline. » Victor sourit, mais c'était condescendant. « Cette montre, » dit-elle en désignant la Rolex en or à son poignet. « Elle est neuve, n'est-ce pas? » Le modèle Day-Date en platine. Victor cligna des yeux, déconcerté par ce changement soudain de sujet. « Oui, un cadeau que je me suis offert, en janvier. » Coraline réfléchit. « Vous l'avez acheté en janvier. Je me souviens que tu regardais constamment l'heure pendant la réunion sur la tempête de neige. Tu étais nerveux ce jour-là. Tout le monde était nerveux, Coraline. » Stefano intervint doucement, essayant de ramener la conversation sur le sujet initial. « La tempête. »« Non, » l'interrompit Coraline, les yeux rivés sur ceux de Victor. « Tu n'étais pas nerveux à cause de la tempête. Tu étais nerveux parce que tu portais un micro et la batterie était encombrante sous cette veste en tweed que tu refusais d'enlever. » Victor pâlit. « C'est fou, patron. Elle est folle. Vraiment? » Stefano regarda Coraline. Il vit la certitude dans ses yeux,
la même certitude qu'elle avait lorsqu'elle avait crié « Baisse-toi ». Juge Calloway, dit Coraline en se tournant vers le juge, vous avez mentionné un enregistrement datant de janvier. Était-ce le 15, le jour de la tempête? Le juge semblait mal à l'aise. Je crois que oui. Coraline se tourna à nouveau vers Victor. Vous nous avez trahis, Victor. Pourquoi? L'immunité? Ou les Irlandais vous ont-ils payé avant de mourir? Victor se leva, renversant sa chaise. Je ne veux pas entendre ça. J'ai servi cette famille pendant 3 décennies. Il plongea la main dans sa veste. Luca aboya Stefano. Mais Coraline fut plus rapide. Elle n'avait pas d'arme à feu cette fois-ci. Elle avait un couteau à larder. Elle ne le lança pas. Elle le planta dans la table, la lame vibrant à quelques centimètres de la main de Victor, alors qu'il cherchait à attraper son arme. Le bruit ressemblait à celui d'un gavel frappant. « Assieds-toi, Victor », ordonna Coraline. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait le poids d'une condamnation à mort. Victor se figea. Il regarda le couteau, il regarda les gardes qui s'avançaient, il se laissa retomber sur sa chaise, vaincu. « Fouillez-le », ordonna Stefano. Luca fouilla Victor. Il sortit un petit enregistreur noir de la poche intérieure de Victor. Il était en marche. Le silence dans la pièce était absolu. Stefano prit l'enregistreur. Il le broya dans sa main. Il regarda Victor avec une profonde tristesse. Puis il regarda Coraline avec admiration. « Emmenez-le », murmura Stefano. Luca et les gardes traînèrent Victor dehors. Le traître ne supplia pas. Il connaissait les règles. Le juge Calloway s'éclaircit la gorge, le visage pâle. « Eh bien, il semble que la fuite ait été colmatée. » « En effet, » dit Stefano. Il se leva et tendit la main à Coraline. « Viens, mon amour, rentrons à la maison. Le juge peut finir son steak tout seul. » Ils sortirent de l'hôtel, laissant les hommes les plus puissants de la ville fixer leurs chaises vides. Dehors, l'air nocturne était frais. « Comment as-tu su ?» demanda Stefano alors qu'il montait dans la voiture. À propos de la veste, du micro. « J'ai été serveuse, » répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. « J'ai passé 10 ans à regarder les gens mentir. Je sais quand quelqu'un commande un verre qu'il ne peut pas payer. » Stefano rit, d'un rire sincère et chaleureux. Il lui prit la main et embrassa la bague qu'il lui avait offerte. « Je pensais t'avoir sauvé cette nuit-là au restaurant, » murmura-t-il. « Mais je crois que c'est toi qui m'as sauvé. » Coraline regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part à Londres, Danny commençait une nouvelle vie. Quelque part dans le Queens, une pancarte, à louer, était accrochée à son ancien appartement. Elle serra la main de Stefano. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit-elle. La voiture disparut dans le flux de la circulation. Une ombre de plus dans une ville pleine de secrets. La serveuse avait disparu. La reine était arrivée. Et longue vie à la reine. Voilà l'histoire de Coraline Jones. Elle a commencé comme une femme sans rien, sans argent, sans pouvoir, avec juste un plateau de boissons et un secret désespéré. Elle a fini par détenir les clés du royaume. Cela nous amène à nous demander, dans un moment de crise, si nous prendrions la fuite ou si nous resterions sur nos positions. Parfois, la personne qui vous sert votre café voit plus que vous ne le pensez. Et parfois, la personne que vous sous-estimez est celle qui finit par diriger le conseil d'administration. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, de romance et de justice à haut risque, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui aime les rebondissements et abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous publions de nouveaux drames chaque semaine. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.